cette chaîne de télévision que vous suivez tout le temps, EDTV. Et je remercie également EDTV de nous avoir accordé cet espace pour pouvoir émettre à votre attention nos analyses dites politiques sur des sujets d'actualité. Et comme vous le savez, la plus grande actualité reste celle de l'arrestation de l'honorable député national Eugène Diomi Ndongala, qui est un compagnon de lutte. Et comprenez que cette nouvelle ne pouvait que nous affecter. Nous avions été affectés, surtout d'apprendre la manière par laquelle ils ont procédé pour pouvoir arrêter ces grands hommes politiques de notre pays. Diomi Ndongala, comme vous savez, s'est trouvé chez lui et une police s'est présentée sans mandat, sans rien, et il a été amené brutalement jusque dans les cachots du pouvoir kabiliste. Au jour où nous parlons, on nous apprend que Diomi Ndongala se trouve déjà à Makala. C'est exactement ce qui s'était passé dans notre cas. Ils font semblant de remplir la procédure. Ça veut dire aller devant un OPJ, un officier de police judiciaire, et également de voir un magistrat du parquet. Mais dans le fond du dossier, on ne laisse pas à la personne à qui on impute tout ce qu'on amène comme charge la possibilité de pouvoir se défendre comme il se doit. Je crois que c'est ce qui s'est passé aussi pour Diomi. Et aujourd'hui, il est à Makala. Il est aux côtés des autres grands prisonniers politiques que nous connaissons tous. Je peux citer ici le pasteur Coutinho Fernando, je vois Gabriel Monkia, je vois aussi Pierre Chaloupa. La majorité des personnes que je viens de citer ont été arrêtées tout simplement parce qu'ils sont derrière le président élu Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est le premier élément que nous retenons. Parce que même quand le parquet de Kinshasa nous informe que Diomi a été arrêté pour une histoire de viol, mais nous savons qu'il y a des gens, par exemple, il y a le général Tango Faure qui est à Kinshasa, qui a été cité pour une histoire de vente d'armes aux rebelles, une histoire qui fait entrer une porte ouverte carrément à l'insécurité pour le peuple et pour toute la République. Mais je n'ai pas encore vu le procureur de la République se saisir de ce dossier et faire de sorte que ça puisse aller vite. Tango Faure est là, on le voit dans des matchs, il continue à être président du V-Club et on le voit partout. Il est à l'aise, il est tranquille. Et il y a aussi d'autres personnes comme John Numbi, tous deux généraux, ils sont libres. Ce n'est pas le fait de les avoir suspendus à leur fonction que la justice a été faite. Non, il faut entrer dans le fond du sujet. Et ici, dans le fond, dans l'affaire dont on parle maintenant de Diomi, on l'a arrêté, il est à Makala, mais je ne sais pas, je ne vois aucune pièce plausible qu'on nous a présentée qui mettrait réellement en cause Diomi Ndongala. Et comme d'habitude, nous savons, par exemple dans mon cas, j'avais été arrêté et le procureur disait qu'il attend que la police lui fournisse des éléments qui pourront lui servir de pièces à conviction pour le dossier. Est-ce qu'on arrête d'abord la personne ou on procède d'abord à l'inspection pour réunir, tous les éléments qui puissent permettre à la police et à la justice de faire son travail comme il se doit. Donc c'est malheureux, mais Diomi reste jusqu'à présent un grand monsieur, un grand combattant. Pour nous autres qui nous disons combattants, il n'y a aucune raison de pouvoir considérer tout ce que le pouvoir de Kinshasa est en train de mettre sur le dos de M. Diomi Ndongala. De toute façon, nous considérons que ce procès, c'est un procès politique et non un procès judiciaire ordinaire. Donc ici, nous continuons à demander énergiquement la libération de Diomi Ndongala. Et ça se dira à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Kinshasa même, tous les combattants, que ce soit à l'UDPS, que ce soit dans les mouvements, les associations, qui sont derrière cette logique d'un état de droit au Congo, nous dénoncerons la mesure, la procédure et nous continuerons à dénoncer cette arrestation qui est pour moi une arrestation arbitraire. En Afrique,
Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. L'autre dossier de l'heure, c'est l'arrestation aussi d'un autre monsieur qui, celui-là, a mérité son arrestation. Il s'agit bel et bien de l'arrestation du pasteur, entre guillemets, Denis Lessi. Ce monsieur, en préambule, vous devez savoir que c'est un monsieur qui a fait beaucoup de coups. Je ne suis pas ici un juge, mais nous entendions déjà beaucoup de bruit autour des abus de ces pasteurs, pour la simple raison qu'il est en relation ou en corrélation avec les gens qui sont au pouvoir. Mais maintenant, il est arrêté, Dieu merci, parce que ça va quand même épargner d'autres innocents à ces manipulations. Mais il y a trois choses qui nous intéressent dans cette arrestation. On présente Denis Lessi par le général Oleko Jean de Dieu. Mais Oleko est commandant de la ville de Kinshasa, il est général. Je ne pense pas que son travail, c'est celui de présenter les prisonniers, de présenter les prévenus, pardon, au ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, pas au ministre de la Justice. Dans la séparation des pouvoirs, je sais très bien que la police est en relation directe avec les cours et tribunaux. Ça veut dire qu'il y a une complémentarité du travail. Je ne vois pas pourquoi le général Oleko devrait demander dans l'interview qu'on a vue l'autorisation au ministre de l'Intérieur pour lui pouvoir déférer devant la justice un bandit des grands chemins. Alors ici je me suis demandé, est-ce que le général Oleko sait pourquoi il est général? Est-ce qu'il sait pourquoi il est commandant de la ville? Est-ce qu'il sait pourquoi il est dans la police? Si déjà, il ne sait pas que lui, son rapport, il ne le fait pas à son autorité de tutelle, mais il doit le faire dans le cas comme celui-là, à des magistrats. Et aux cours des tribunaux, c'est à eux de décider ce qu'ils doivent faire de quelqu'un qui a enfreint à la loi. L'autre volet de ce dossier qui nous intéresse, c'est le cas lui-même, le fait lui-même. Le fait que Denis Lessi, Denis Lessi était en train de convaincre d'autres personnes dans la cité, en l'occurrence un ministre de surcroît, pour que celui-ci puisse donner des présents à acheminer directement au chef de l'État pour que celui-ci se retrouve obligé de nommer un ministre. Là où ça nous intéresse, c'est où? Le ministre, ça veut dire récemment, il venait d'être au gouvernement. Il a été avec M. Kabila comme président. Ça veut dire qu'il sait au moins comment ça fonctionne dans ce gouvernement. Fraîchement sorti de là, s'il se permet d'envoyer des présents aux décideurs du gouvernement pour le nommer, ça veut dire qu'il connaît au moins le fonctionnement de celui à qui il envoie les cadeaux. On va comprendre, nous, en tant qu'opinion, que Kabila, dans ses nominations, il s'est fait corrompre pour nommer des ministres, pour nommer des députés, et pour nommer des députés aussi, avec Ngoï Mulunda, ça a été fait. Pour nommer des bourgmestres, Kabila s'est fait corrompre. Mais si jamais Kabila ne se faisait pas corrompre, qu'est-ce que celui-ci doit faire? Il doit tout de suite demander et ordonner qu'on arrête directement ce ministre honoraire, qu'il soit aux côtés de Denis Lessi, pour nous prouver la motivation pour laquelle il était convaincu qu'en envoyant une Jeep à Kabila, sa place au gouvernement était assurée. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtvrdc.com. Autre chose, c'est la théorie de l'apparence. On a vu le ministre qui était dans le reportage où le général présentait Denis Lessi faire des gestes de visage, des mimiques de visage, comme s'il n'était pas d'accord avec le fait que Denis Lessi s'est présenté comme le conseiller spirituel de Kabila. Et même quand les gens ont commenté, c'est comme si Denis Lessi a usurpé une fonction ou un poste qui ne lui revenait pas. Bon, ce n'est pas déjà un poste
auquel on nomme quelqu'un. Mais on sait à un certain moment que quelqu'un comme le pasteur Sonny Kafuta passait à un certain moment pour le conseiller spirituel du président Kabila. En 2006, ça a créé des échauffourées entre les membres du MLC et les membres de Kabila. Pourquoi? Parce que ce type-là se présentait comme le conseiller spirituel de Kabila. Et Denis Lessi, on le voit aussi, même dans les émissions qu'il présente sur sa chaîne de télévision, en train de conseiller à Kabila le premier ministre qu'il faut, il cite Bouchab, et des fois il parle à d'autres ministres, il s'insurge sur le comportement des autres ministres. Mais dans un pays de droit, quand on laisse ces messieurs donner des leçons aux ministres, ça veut dire qu'il a un certain rang, même si ce n'est pas un rang qu'il se donne lui-même, mais c'est un rang qui lui est reconnu par les autres. Ceux-là dont il s'agit, le Kabila et son pouvoir. Et on voit aussi Denis Lessi autour de la femme de Kabila tout le temps. Pourquoi en 2010-2011, on lui a laissé tout un espace sur la chaîne nationale qu'on appelait Prière pour la Nation. Dans cet espace-là, Denis Lessi venait chaque soir prier, entre guillemets, et soi-disant, pour la nation. Mais dans cette prière-là, qu'est-ce qu'il faisait? Je ne voyais pas. Là, on parlait des dieux, on ne parlait que des opposants ou encore des gens qui sont contre Kabila. C'est Tshisekedi qui a été insulté dans ses émissions par le pasteur Denis Lessi. Mais vous pensez qu'il peut sortir de sa maison et passer à la télévision en train d'insulter celui que les gens de Kabila présentent comme le challenger de Kabila, en train de l'insulter gratuitement et dans l'impunité? C'est tout à fait clair, tout ensemble, que Denis Lessi faisait ses coups parce qu'il avait tout justement la bénédiction et le soutien de Kabila ou de son pouvoir. Mais malheureusement, leur pouvoir, leurs histoires de la maison, comme on dit, ou du salon, ça ne nous concerne pas. Tout ce qui nous contente ici, c'est que Denis Lessi soit mis hors d'état de nuire. Et aussi que ce général et ce ministre comprennent leur rôle. Parce qu'apparemment, ces gens ne connaissent pas pourquoi ils sont à leur fonction. Le rôle que le général Oleko a voulu jouer, c'est le rôle d'un OPJ qui aurait auditionné Denis Lessi, ou le rôle d'un porte-parole du parquet, comme ça se fait dans tous les autres pays. Le rôle que voulait jouer le ministre de l'Intérieur, c'est le rôle que jouerait par exemple le ministre de la Justice, et non celui de l'Intérieur. Il est le commandant de la police, le patron de la police bien sûr, mais il n'est pas le patron de la justice. Donc ce n'est pas une leçon que nous venons donner, mais c'est un rappel des principes de gouvernance que nous rappelons à ces usurpateurs d'une fonction qui ne leur revient pas. Mais l'autre volet de ce dossier, celui qui nous intéresse encore le plus, c'est lequel? Denis Lessi va aller à Makala. Je demanderai aux autres prisonniers politiques qui sont à Makala de ne pas côtoyer ces messieurs, de laisser Dieu le punir. Et Denis Lessi, je suis en train de suivre sur la toile que ces adeptes commencent déjà à publier des vidéos dans lesquelles on montre Denis Lessi en train de dire certaines choses contre le pouvoir, contre ceci, contre le fonctionnement politique du pays. Mais c'est une machination qu'il ne faut même pas accepter et à laquelle il ne faut même pas prêter une minuscule attention. Parce que Denis Lessi est clair, il soutenait Kabila. Il critiquait tout simplement les gens qui essayent de détruire l'image de Kabila. Ça, c'est lui. Mais je ne vois pas pourquoi un combattant aujourd'hui peut perdre le temps pour manifester une certaine compassion pour Denis Lessi. Non, ce qui lui arrive, il l'a mérité. Oui, dans ce genre d'affaires, on doit dénoncer et déplorer quand même le fait que ces autorités ne comprennent pas leur vrai rôle. Il y a aussi l'exemple de l'affaire du docteur congolo-belge qui a été arrêté. Et dans cette affaire, on a vu le ministre de l'Intérieur en train de citer nommément des gens, en train de leur imputer des charges, et il a cité par exemple Laurent Louis, et j'ai suivi à la télévision que Laurent Louis s'est indigné du fait qu'on ait cité son nom, et cela par un ministre, sans attendre que la justice soit faite, que la justice au départ soit saisie,
pour qu'elle, à son tour, puisse dire le droit. Mais c'est le ministre qui vient confirmer à la télévision que tel est impliqué dans cette affaire et il vide même les matières, encore les pièces du dossier. Alors, c'est quand même regrettable et il faudrait que ces autorités de Kinshasa, en attendant que la vérité des urnes ne reprenne surface et que l'impérium nous revienne, que ces gens prennent ne fût-ce que la peine de lire la constitution qu'eux-mêmes ont fabriquée, qu'ils la lisent, que chacun comprenne son rôle, parce qu'il y a quand même cette notion de séparation de pouvoir, la répartition des tâches. Je clôture ce dossier-là. Et l'autre dossier très important, c'est celui du M23 et de la reprise des négociations à Kampala. Il n'y a pas très longtemps, le 2 de ce mois même d'avril, que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, disait tout haut, à l'intention de l'opinion, que le M23 devait cesser d'exister à partir du moment où Bosco Tanganda, qui en faisait partie, était arrêté à La Haye, qu'il y a eu scission, Runiga d'un côté suspendu. Ça veut dire, pour Raymond Tshibanda, le M23 devait cesser d'exister. Et puis, Raymond Tshibanda était en train de dire qu'avec la venue de la brigade neutre d'intervention, c'était tout à fait compréhensible que le M23 ne pouvait plus exister. Et on aurait appris que cette brigade était déjà en gestation, tout se prépare déjà pour que cette brigade puisse être fonctionnelle. Mais comment se fait-il que lundi passé, à Kampala, on apprend que toutes les délégations sont déjà là. Et du côté de notre ami Raymond Tshibanda, Malumalu conduit la délégation, ils sont déjà sur place à Kampala pour négocier avec qui? Avec toujours ceux qui sont appelés à ne plus exister. Ici, maintenant, nous en tant qu'analystes, nous posons la question de savoir quelle crédibilité donner au langage du gouvernement de Kinshasa. Ils disent une chose le matin, à midi ils disent le contraire. S'ils le disent le soir, le matin, ils le contredisent, ils se dédisent. Alors on ne sait plus sur quel pied danser avec ces gens de Kinshasa. Et d'autre part, les M23, ils sont occupés à faire des menaces à l'ONU, à l'Afrique du Sud, au pouvoir de Kinshasa. C'est leur droit. Mais nous, en tant qu'opinion et peuple congolais, au départ, le M23 était en train de nous entraîner dans sa cadence. Le M23 parlait de la vérité des urnes, le M23 parlait de la diaspora, il parlait de tout ce qui constitue nos aspirations, nos revendications. Mais aujourd'hui, curieusement, sur la table des négociations et des discussions, qu'est-ce qu'on évoque là-bas? On ne parle plus que de partage de postes politiques et de postes militaires. Alors, le temps a fini par nous faire comprendre que tout cela n'était que de la poudre aux yeux. Ça veut dire qu'aux combattants, continuons notre combat, que cette histoire de Kampala ne nous distrait pas. Que cette histoire entre le M23 et le pouvoir de Kinshasa, ils se connaissent tellement que notre place n'est pas là-dedans. Je dis bien notre place en tant que peuple, hein, qui nous battons pour des revendications justes et nobles. Notre place ne se retrouve pas à Kampala, ni à Brazzaville, ni ailleurs. Tout ce qui est négociation avec l'imposture, je ne crois pas que ça peut nous intéresser. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Voilà. À propos de cette affaire du M23, il y a bien des questions à se poser. Quel est le vrai contrat qui lie Kabila au M23? Le deal de fond entre Kabila, son pouvoir, et le M23, c'est lequel? Parce que quand nous étions occupés à crier haut et fort, tout de suite que le M23 venait de naître, qu'il y avait une
complicité entre le M23 et le pouvoir de Kinshasa, Mende, au nom de leur pouvoir, avait tout de suite rejeté nos affirmations. Mais il y a bien de preuves que Kabila et le M23 ne constituent qu'un seul corps. Pourquoi depuis très longtemps, quand la haie demandait que Bosco Ntaganda soit extradé chez eux, Kabila avait dit en Swahili que cela ne pourrait être possible que quand lui-même le voudra. Et aussi, pourquoi Kabila n'avait pas en ce moment-là que Bosco Ntaganda représentait un danger public pour le Congo, il ne l'avait pas révoqué de l'armée, de l'armée congolaise. Mais curieusement, c'est ce mois-ci que le site de Jeannette Kabila, Digital Congo, publie, même pas le journal officiel, mais c'est ce site-là qui fait office de journal officiel pour publier l'information de la suspension ou la révocation d'un certain nombre des officiers faisant partie des FARDC. Dans cette liste, on retrouve curieusement Bosco Ntaganda. Quand il courait dans la brousse de l'Est, Kabila n'avait aucune force de pouvoir le révoquer. Mais c'est quand il est déjà neutralisé, est-ce qu'on doit dire que c'est Kabila, sa volonté, a voulu maintenant que Bosco Ntaganda soit extradé à la haie? Ou doit-on comprendre que c'est les autres qui ont fait le boulot, ils lui ont facilité la tâche, et maintenant il a la force de suspendre, de révoquer Ntaganda de l'armée? Ou c'est quoi exactement? Et d'ailleurs, selon le confrère des TV, Congo Indépendant, il a été écrit que c'est depuis juillet que l'ordonnance de la révocation de quelques membres de l'armée a été ratifiée, signée. Mais pourquoi c'est seulement maintenant qu'on la prend? Et sur la liste, mes frères, disons un peu, est-ce que ces noms peuvent être des noms congolais? Même si c'est des noms congolais, pourquoi c'est seulement une ethnie d'un coin donné qui est mise en cause ici? Voilà, il y a Bosco Ntaganda, il y a un autre nom là, Bioi Karanga Josué, un colonel. Il y a Biamungu Maeshe Bernard, Kaasha Murula Albert, Kainamura Innocent, vraiment, Ngarouye Pumuro Baudouin, Sabimana Mwendangabo. Franchement, Ziramakenga, oh là là, Kabila. Tu nous amènes où, Kabila? Tu nous amènes où? Avec tous ces mensonges. Tu veux toi-même être le fils de Laurent Désiré Kabila. Tu veux que ces gens soient aussi des Congolais. Mais quand on va dire qu'ils ne sont pas des Congolais, Mende va sortir pour dire que le Kinyarwanda c'est une langue congolaise. Mais je n'ai jamais vu Mende se fâcher parce que l'autre, James Kabarebe, est devenu ministre au Rwanda, ministre de la Défense. Parce que Mende devait nous dire à quel titre James Kabarebe a été accepté comme chef d'état-major au Congo. Mende doit nous le dire. Je suis très sûr que si James Kabarebe se faisait arrêter à La Haye, il aurait dit qu'il est Congolais mais né au Rwanda. Et Mende allait accepter ça. Je ne sais pas si au Rwanda, on se plaint aussi qu'il y a des Congolais qui sont dans des fonctions, dans des hautes fonctions. S'il y en a un, en tout cas, coup de chapeau à notre frère qui est au Rwanda, tu fais du bon boulot. Mais je n'ai jamais entendu. Sauf le ministre, l'ambassadeur que Kabila a envoyé là-bas, celui-là qui a fait tuer les gens dans un crash d'avion à l'aéroport près de l'aéroport d'Indjili. Donc, on a tout compris, cette histoire de M23, c'est une histoire d'amitié, une confrérie entre frères, Tutsi, entre Kabila et ses amis, ses oncles, et cessez de vous jouer les Congolais. Vous vous suspendez entre vous, mais le moment viendra où nous allons vous suspendre tous, et Kabila ensemble. Et de toute façon, l'objectif pour nous autres, c'est Kabila dégage. C'est par cette note que je termine cette analyse
qui est rendu possible grâce à l'appui technique de EDTV et à l'espace qu'il a bien voulu consacrer aux combattants que nous sommes, aux analystes politiques que nous sommes et aux hommes engagés pour le changement et l'avènement d'un état de droit au Congo via la vérité des urnes que nous n'allons pas nous fatiguer de réclamer. Parce que c'était la décision populaire qui a voulu que Kabila soit éjecté et remballé au Rwanda, son pays. J'ai dit et je vous remercie. Thank you.